Bonjour à tous. L'exposé que je vais vous présenter est le résultat d'un travail qui a été fait précédemment et dont j'ai repris quelques éléments qui me paraissaient intéressants dans la gestion des associations de copropriétaires à partir de 2019, puisque vous savez que la loi a été modifiée en juin 2018. Alors le syndic joue un rôle central dans la gestion des associations de copropriétaires. Il assure, outre l'organisation des assemblées générales, la gestion technique, la gestion administrative et financière, et il doit aussi veiller à ce que son contrat soit mis à jour. Alors j'ai retenu dans ces trois aspects, donc sur la gestion technique, une nouvelle disposition qui parle des infrastructures. Sur la gestion administrative et financière, j'aborderai la mise à jour des statuts qui doit être encore faite, avec une particularité sur le plan financier des clauses pénales. Et j'examinerai enfin les nouveautés concernant le contrat de syndic. Alors commençons par la gestion technique. J'aurais pu traiter de différentes choses sur cet aspect-là, mais j'en ai retenu un qui concerne ce que l'on appelle dans le texte les infrastructures. La loi a modifié l'article 577-2, paragraphe 10, qui prévoyait déjà la possibilité pour un copropriétaire de modifier la chose commune à ses frais, sans changer la destination de l'immeuble et sans nuire aux droits des autres copropriétaires. Cette disposition est souvent peu connue parce qu'elle est intégrée dans l'article 577-2 et le législateur a intégré dans cette disposition une nouvelle règle qui s'inscrit dans cette possibilité de modifier la chose commune, qui est le droit d'installer, d'entretenir, de procéder à la réfection de câbles, conduites, équipements associés, dans la mesure où ces travaux ont pour but d'optimaliser l'infrastructure dans le domaine de l'énergie, de l'eau et des télécommunications. Alors, l'objectif du législateur était de pouvoir s'inscrire dans le progrès technologique et de permettre aux copropriétaires notamment d'améliorer les infrastructures en essayant que le système soit moins lourd et que l'on ne doive pas nécessairement passer par l'Assemblée générale. Cette modification n'était pas du tout visée par le groupe de travail qui avait été mis en place pour moderniser la loi sur la copropriété. C'est une volonté du gouvernement de prévoir cette nouvelle disposition. Alors, il faut évidemment en vérifier le contenu et la portée. Les conditions sont relativement strictes. Il n'est pas possible de faire n'importe quelle modification. Donc, pour pouvoir bénéficier de ce droit de modifier unilatéralement les parties communes, on doit être soit un copropriétaire, et cela pourra s'envisager un copropriétaire qui procède à la rénovation de son appartement et qui veut par exemple améliorer le chauffage dans son appartement, pourrait se prévaloir de ce nouveau droit qui lui est attribué. Mais le législateur a également permis à des personnes extérieures de se prévaloir de ce droit, et c'est les opérateurs de services d'utilité publique. Donc par exemple, pour installer la fibre optique dans un immeuble, un opérateur de télécom pourrait utiliser ce nouveau droit mis en œuvre par la loi du 18 juin 2018. Les travaux ont toutefois une portée limitée. On ne peut pas faire tout et n'importe quoi. C'est des travaux, bien sûr, dans les parties communes. Si cela vise les parties privatives, le propriétaire peut faire les travaux sans se préoccuper des autres copropriétaires. Mais ces travaux ont un but précis, c'est bien optimaliser l'infrastructure dans le domaine de l'énergie, de l'eau et des télécommunications. Donc pas question de s'écarter de ce cadre relativement limité. Et les travaux qui sont visés, c'est installer, entretenir, réfection de câbles, conduite et équipements associés. Alors, la mise en œuvre de ce droit que l'on voulait relativement facile parce que l'idée du législateur était d'éviter de devoir recourir à l'Assemblée générale. On sait qu'organiser une Assemblée générale, c'est relativement lourd.
l'idée était de faciliter les choses. Alors je ne suis pas sûre que le système qui a été mis en place répond à cet objectif, parce que pour la mise en œuvre, il va falloir envoyer aux autres copropriétaires, si on est dans une indivision successorale par exemple, qui n'est pas organisée en copropriété forcée, ou au syndic, lorsqu'il y a un syndic, et donc c'est plutôt l'hypothèse que j'ai évidemment visée, donc lorsqu'il y a un syndic dans l'association des copropriétaires, il faut que le propriétaire qui souhaite user de ce droit ou l'opérateur envoie au syndic une description des travaux qui sont projetés et un justificatif de l'optimalisation de l'infrastructure dans les 2 mois avant le début des travaux. Donc, première chose, envoi de ce courrier 2 mois avant la programmation des travaux. Alors, qui va répondre? Bien sûr, le syndic doit répondre. Il va répondre au nom de l'association. Et donc, pour moi, envoyer au syndic et penser que le syndic va pouvoir répondre à la demande de réaliser ces travaux est un leurre, puisque vous le savez, comme moi, le syndic n'a pas un pouvoir décisionnel, sauf de manière limitée pour les actes conservatoires et les actes d'administration provisoire. Et donc, le syndic, pour répondre à la demande qui est faite, va devoir organiser une assemblée générale pour soumettre la demande aux copropriétaires. Alors, 3 options sont possibles lorsque le syndic va organiser l'assemblée générale, parce que soit la copropriété souhaite généraliser ses travaux pour l'ensemble des copropriétaires, et donc l'association va décider d'effectuer les travaux concernés, parce que si on veut installer la fibre optique, par exemple, tout le monde souhaitera sans doute pouvoir en bénéficier. Et donc, pour faire des travaux, vous le savez, une décision de l'Assemblée générale s'impose à une majorité des 2/3, c'est la nouvelle majorité légale pour les travaux, ou éventuellement une majorité absolue si ce sont des travaux qui sont imposés par la loi. Par exemple, une mise à jour de l'installation électrique commune pourrait être visée par ce type de disposition. Donc, première option, l'association veut effectuer les travaux et elle doit le faire alors dans les 6 mois de la demande, mais il faudra passer effectivement par l'AG. Soit l'association a la possibilité de s'opposer à la réalisation de ces travaux si elle peut se prévaloir d'un intérêt légitime, dit la loi. Alors, l'opposition doit être formée à peine de déchéance dans les 2 mois de la réception de la demande qui est faite par le propriétaire ou par l'opérateur. Et à nouveau, si la copropriété veut s'opposer à la réalisation des travaux, mais elle ne va pouvoir le faire que par une décision de l'Assemblée générale. Donc, qu'elle veuille faire les travaux ou qu'elle veuille s'y opposer, une décision d'AG s'impose et le refus sera voté à une majorité absolue. Alors, la question qui se pose, est-ce que dans le délai, parce qu'il faut s'opposer dans un délai de 2 mois, c'est un délai relativement court lorsqu'on sait que pour organiser une AG, le délai de convocation minimum est de 15 jours, et que si le syndic veut préparer son AG, il doit avoir tous les éléments requis, soit pour faire les travaux, soit pour s'y opposer. Et donc, on peut se demander si le syndic ne pourrait pas, à titre conservatoire, s'opposer à la réalisation des travaux en faisant valoir l'intérêt légitime de vouloir préparer correctement l'AG et permettre aux copropriétaires de se prononcer en toute connaissance de cause. Enfin, le législateur a défini ce que pouvait être l'intérêt légitime. Il est en tout cas présumé si l'existence de l'infrastructure, si donc une infrastructure existe déjà, évidemment, ça n'a pas de sens de vouloir faire des travaux qui ont déjà été réalisés, si les travaux vont entraîner des dommages importants, ou si le but que le législateur poursuit d'optimaliser l'infrastructure n'est pas rencontré. Troisième option, je vous ai dit, il y a les 3 possibilités de réponse. On veut faire les travaux, on veut s'y opposer, ou on les laisse faire, c'est-à-dire qu'on n'a pas d'objection, et donc on ne réalise pas les travaux et on ne s'y oppose pas. Alors, une petite suggestion, je crois que pour tous ceux qui veulent organiser ou réaliser ce type de travaux, avant d'envoyer le courrier avec le justificatif des travaux et le descriptif, ils ont tout intérêt à contacter préalablement le syndic
avant d'envoyer le recommandé, pour que le syndic puisse déjà préparer son AG et éviter que les délais ne courent et qu'on prenne le risque d'une opposition parce qu'on est mis devant le fait accompli. On le sait, les copropriétaires n'aiment pas du tout être mis devant le fait accompli et on peut les comprendre. Alors, quels sont les cas que le législateur a visés par ces travaux d'infrastructure? Celui qui revient, c'est le point de recharge pour les véhicules électriques dans les parkings. Donc ça, c'est une possibilité. Donc un propriétaire qui a une voiture électrique et qui veut installer un point de recharge dans les parties communes du parking peut se prévaloir de cette nouvelle disposition et donc envoyer le recommandé avec tout le processus qui va suivre. Deuxième type de travaux que l'on a imaginé, ce sont les panneaux solaires, mais dans les travaux préparatoires, on voit que le législateur estime que les panneaux solaires ne sont pas visés. C'est des travaux de trop grande ampleur qui pourraient causer de graves inconvénients. Et on sait aussi que le nombre de panneaux solaires utiles dans un immeuble, si toute la toiture est déjà utilisée par le premier propriétaire et que les autres ne vont pas pouvoir bénéficier de panneaux solaires, cela va causer d'autres difficultés. Enfin, le troisième exemple que j'ai vu dans déjà les commentaires de la loi, c'est l'installation d'air conditionné. À titre personnel, je ne suis pas sûr que l'on rencontre l'objectif du législateur d'optimaliser une infrastructure dans le domaine de l'énergie, de l'eau ou des télécommunications. On sait que l'air conditionné a plutôt un effet néfaste en termes d'énergie, plutôt qu'un effet bénéfique pour améliorer ce type d'infrastructure. Voilà donc la première question que je voulais évoquer avec vous sur les aspects techniques que va devoir gérer le syndic avec la réforme. Deuxième aspect, c'est la gestion administrative et financière, avec spécialement la mise à jour des statuts. Alors une question qui est souvent posée aujourd'hui par les syndics et les associations de copropriétaires, c'est de savoir si les nouvelles dispositions impliquent une mise à jour totale des statuts lorsque cela n'a pas été fait depuis la loi de 2010. Vous le savez, en 2010, le législateur avait prévu que le syndic doive soumettre à l'approbation de l'AG une version adaptée de l'acte de base, du règlement de copropriété et du règlement d'ordre intérieur. Et cette disposition prévoyait que l'adaptation pouvait être faite sous seing privé, mais pour autant que ce soit fait dans un délai qui avait été fixé. Et le dernier délai, puisqu'il a été prolongé, s'est arrêté au 31 août 2014. Donc, soit on l'a déjà fait par acte sous seing privé. Si on ne l'a pas fait, il faut le faire par acte authentique. Et il fallait déjà, pour mettre à jour ces anciens statuts, passer par un acte authentique si on ne se contentait pas de mettre à jour par rapport à la loi, c'est-à-dire de supprimer toutes les dispositions contraires à la loi sur la copropriété. Et on a constaté, et le législateur l'a constaté aussi, c'est que beaucoup d'associations de copropriétaires n'ont pas fait le travail de mettre à jour leur statut. Et la question s'est posée de savoir s'il y avait une sanction par rapport à cette situation. Alors, la sanction pouvait viser le syndic, puisque c'était lui qui devait présenter une version actualisée. Mais la sanction, c'est une sanction de droit commun, c'est de mettre en cause la responsabilité du syndic. Il n'y avait pas d'autres sanctions visées par le législateur. Or, petit rappel des principes juridiques en matière de responsabilité, qui dit responsabilité dit faute. Alors on pouvait considérer que le syndic était évidemment en faute puisqu'il n'avait pas présenté la version adaptée des statuts, mais ça ne suffit pas. On n'est pas responsable parce qu'on a commis une faute. Pour qu'il y ait responsabilité, il faut que la faute cause un dommage et qu'on puisse mettre en avant le dommage. Or, quel était le dommage si on n'a pas fait le travail, sachant que la loi déclare caduques toutes les dispositions qui sont des statuts qui sont contraires aux dispositions légales et qu'elles sont aujourd'hui remplacées de plein droit par le texte légal. Donc il n'y avait pas, à mon sens, réellement de dommages sur le sujet. Une décision qui a été publiée a quand même déclaré une décision de l'AG qui refusait de mettre à jour les statuts comme illégale et l'a annulée. Mais on a annulé la décision, ce n'est pas pour autant que par la suite le travail a été réalisé. Alors qu'a prévu le législateur de 2018 ?
il a prévu une autre méthode, se rendant compte que le système de 2010 n'avait pas permis de mettre à jour tous les statuts. Et il prévoit aujourd'hui que le syndic doit adapter le règlement d'ordre intérieur et si les dispositions légales sont modifiées. Mais il prévoit aussi parallèlement le glissement de toute une série de dispositions qui devaient figurer dans le règlement de copropriété vers le règlement d'ordre intérieur. L'objectif de ce nouveau système de faire glisser et d'amaigrir le règlement de copropriété vers le règlement d'ordre intérieur, c'est permettre une modification plus aisée des documents de la copropriété et éviter que chaque fois qu'il y ait une réforme législative, on doive repasser chez le notaire avec les coûts qui en découlent. Si c'est dans le règlement d'ordre intérieur adopté sous une forme sous seing privé, eh bien la modification est beaucoup plus simple, pas d'acte notarié, pas de frais d'enregistrement et pas de transcription. Et l'idée étant aussi de faciliter, pour faciliter les choses, d'améliorer la transparence et l'information à l'égard des copropriétaires. Alors, petit rappel pour mettre à jour ces statuts. Le contenu de l'acte de base, le législateur a prévu, et ça n'a pas changé, que l'acte de base décrit l'immeuble dans toutes ses composantes, partie commune et partie privative. Quand vous lisez votre acte de base, vous voyez effectivement que les premières dispositions décrivent le type d'immeuble dont il s'agit, est-ce qu'il y a plusieurs blocs, plusieurs entrées, etc., décrivent tous les appartements avec leurs éléments privatifs et leurs éléments communs et fixent également les quotes-parts dans les parties communes. Cette partie-là n'est pas changée, donc on a toujours là le volet acte de base qui doit comprendre ces différents éléments. Le règlement de copropriété doit comprendre, donc doit définir les droits et obligations sur les parties communes et privatives. Et dans la version nouvelle, ça reste toujours dans ce règlement de copropriété. Doit prévoir comment les charges vont être réparties. Vous savez qu'on répartit les charges suivant les quotes-parts, mais on peut aussi ajouter un critère d'utilité et prévoir une répartition spéciale des charges, par exemple pour les frais d'ascenseur. Et ça, cela va se trouver dans le règlement de copropriété. Pas de changement non plus sur ce volet-là. Alors, avant 2019, se trouvaient également dans le règlement de copropriété les dispositions de l'Assemblée générale, les dispositions relatives au syndic, et celles-là, à partir du 1er janvier 2019, glissent dans le règlement d'ordre intérieur. Donc, vous n'allez plus, dans les nouvelles versions des statuts, une fois qu'ils seront mis à jour ou dans les nouvelles copropriétés, la répartition de ces dispositions va changer. Alors, nouveauté, c'est que le règlement de copropriété doit comprendre les clauses pénales. Alors, pour le dire autrement, ce sont les pénalités que prévoient les copropriétés à l'égard des propriétaires retardataires dans le paiement des charges, que ce soit les intérêts ou l'indemnité forfaitaire qui compense les dommages que subit la copropriété par le fait que le syndic doit constituer un dossier pour l'avocat, le communiquer, suivre la procédure qui est confiée à l'avocat. Et cette clause pénale permet également souvent d'amortir un petit peu les frais de défense de l'avocat. Et dans le règlement d'ordre intérieur, donc, les règles concernant l'AG, les règles concernant le syndic, et alors on va maintenir les anciennes dispositions du règlement d'ordre intérieur qui sont les règles de la vie en commun. Est-ce qu'on peut entreposer une poussette dans un hall d'entrée? Est-ce qu'on doit fermer la porte d'entrée de l'immeuble à partir de quelle heure à double tour, etc. Alors, des questions se posent quand même par rapport à ce règlement d'ordre intérieur. Je vous ai dit, dans le règlement de copropriété, on doit indiquer les droits et les obligations sur les parties communes et privatives dans le règlement de copropriété. Et les règles de la vie en commun sont dans le règlement d'ordre intérieur. On peut se demander, si je dis qu'on doit fermer à double tour la porte d'entrée de l'immeuble à partir de 22 heures, on porte d'une certaine manière atteinte, on définit les droits et obligations sur les parties communes. Si on dit qu'on peut mettre une poussette dans le hall d'entrée de l'immeuble ou les vélos,
on voit aussi que cela pourrait concerner les droits et les obligations sur les parties communes. Alors, le législateur n'a pas voulu faire la révolution sur ce point, et donc je pense qu'il faut maintenir dans le règlement de copropriété des dispositions qui ont une vocation à être maintenues dans le temps. Tout ce qui va être des restrictions concernant la jouissance, par exemple ce qu'on appelle les clauses d'habitation bourgeoise, la manière dont on va pouvoir utiliser son appartement à titre privatif, est-ce qu'on peut exercer une profession libérale, donc toutes ces dispositions-là qui affectent le bien de manière permanente doivent bien sûr être mises dans le règlement de copropriété. On peut penser que l'heure d'ouverture de la porte d'entrée de l'immeuble peut varier en fonction du mode de vie des occupants. 22 heures aujourd'hui est tout à fait acceptable et demain on pourra dire que c'est plutôt minuit ou 1 heure du matin parce que vous avez un immeuble de noctambule ou de sorteur. Alors le reste, parce que le législateur n'a pas tout réglé. Il ne nous dit toujours pas où l'on doit insérer ce qui concerne la personne morale, l'association des copropriétaires avec son nom, le siège, le numéro de la banque Carrefour. Et il ne nous dit pas non plus où on va intégrer les règles concernant le contentieux, la transmission, l'opposabilité, toutes ces dispositions que la loi impose. Alors pour moi, puisque le législateur ne nous dit rien, tout ça peut être intégré dans le règlement d'ordre intérieur. Les dispositions concernant le contentieux, les copropriétaires n'ont pas vocation à les modifier. Elles sont prévues de manière impérative. Les règles sur la transmission aussi, sur l'opposabilité. Et l'idée est que le syndic puisse adapter votre règlement d'ordre intérieur dès qu'il y a un changement de la loi. Donc si l'on veut faire œuvre utile, il vaut mieux évidemment les laisser dans cette partie du règlement de copropriété. Alors pratiquement, parce que pour m'être déjà confronté à une mise à jour des statuts et du règlement d'ordre intérieur, il y a peut-être des choses à suggérer. C'est le syndic qui est censé faire le travail et il va devoir le faire, qu'il ait été fait précédemment ou non. Parce que certains syndics se sont dit, puisqu'on ne l'a pas fait en 2010, la loi ne nous reparle plus de ce qui était prévu en 2010, mais cela reste toujours d'application. Donc si un règlement de copropriété n'a pas été mis à jour en 2010, que l'on veut mettre à jour le règlement d'ordre intérieur, je pense qu'il va falloir faire les deux parce que dans les anciens actes, on voit que la distribution des dispositions n'est pas toujours faite de manière très claire. Deuxième petit conseil, c'est que le règlement d'ordre intérieur devrait mettre en exergue les dispositions légales non modifiables. La loi est impérative, donc le règlement d'ordre intérieur qui va être présenté aux copropriétaires et qui sera susceptible d'être adapté notamment sur les règles de la vie en commun, il ne faudrait pas qu'un jour un propriétaire dise « Ah, mais moi j'ai envie de modifier les règles de majorité », ça n'est plus possible, la loi les impose. Donc ces dispositions-là ne sont pas susceptibles de changement. Donc pour éviter les ambiguïtés, je suggère qu'on mette en exergue d'une part les dispositions légales impératives et applicables à tous et que l'on mentionne de manière différente les règles spécifiques à la copropriété. Sur l'organisation de l'AG, il n'y a sans doute pas beaucoup de variantes, mais sur la mission du syndic qui maintenant fait partie du règlement d'ordre intérieur, vous pouvez avoir des particularités en termes de préavis, en termes d'indemnité. Et donc ça, effectivement, les copropriétaires pourraient être amenés à vouloir modifier à l'avenir le règlement d'ordre intérieur. Petite particularité, je ne sais pas si c'est encore... le règlement de copropriété va devoir être adapté parce que dans votre vieux règlement de copropriété, vous verrez toujours apparaître les règles concernant l'AG et le syndic. Si elles glissent dans le règlement d'ordre intérieur, on risque d'avoir une ambiguïté entre des règles qui se situent dans deux documents. Donc, je crois qu'on ne fera pas l'économie de passer malheureusement chez le notaire pour que le règlement de copropriété soit adapté. Et en plus, il est indispensable, si l'on veut être efficace, d'insérer ces fameuses pénalités, la clause pénale et les intérêts qui doivent être figurés dans le règlement de copropriété. Alors, petit, je dirais, aspect technique, le législateur nous dit qu'à titre transitoire, ces pénalités qui figuraient dans l'ancien règlement d'ordre intérieur vont continuer à s'appliquer, mais on sait que c'est beaucoup d'assemblées générales qui ont prévu ces sanctions. Et donc, si votre copropriété a pris de telles modalités par une AG,
à l'avenir, elles risquent de ne pas pouvoir s'appliquer si on ne les intègre pas dans le règlement de copropriété. Et à cet égard, à Bruxelles, il y a déjà 2 juges de paix qui ont fait application de cette solution et qui ont refusé de condamner le propriétaire en retard de paiement à payer des intérêts conventionnels de retard. L'intérêt légal, vous le savez peut-être, c'est 2%. On voit souvent dans les décisions d'AG que les pénalités sont portées, les intérêts à 12% et la pénalité à 15%, ce qui est élevé. Donc si on veut un taux d'intérêt plus élevé, on a intérêt à faire le travail de toilettage du règlement de copropriété. Le législateur nous dit que pour mettre à jour le règlement d'ordre intérieur, c'est le syndic qui fait le travail sans passer par l'AG. De nouveau, pas de besoin d'approbation de l'AG pour autant qu'on se mette à jour par rapport à la loi. Si on change quoi que ce soit d'autre, il faudra passer par l'AG. Moi, je crois et je préconise quand même, j'encourage les syndics, lorsqu'ils font l'adaptation du règlement d'ordre intérieur, de le faire approuver par l'AG pour que le document devienne officiel. Parce que s'il fait ça tout seul dans son bureau, qui saura que le travail a été fait et comment va-t-on, en cas de vente, pouvoir communiquer ce règlement d'ordre intérieur ? On pourrait même imaginer qu'il soit soumis à l'enregistrement pour qu'il ait une date certaine et qu'il n'y ait pas de difficulté entre la date des différents règlements. Alors, dernière précision concernant la mise à jour du règlement d'ordre intérieur. Le législateur n'indique pas dans les majorités légales qu'il doit être prêt à une majorité qualifiée. Donc, j'attire votre attention que toutes les dispositions qui concernent l'AG et le syndic à l'avenir seront modifiées à une majorité absolue et non plus à une majorité qualifiée, comme c'était le cas lorsque ces dispositions étaient dans le règlement de copropriété. La loi nous dit toujours que toutes les dispositions qui concernent l'usage, l'administration et la conservation de l'immeuble sont modifiées à une majorité aujourd'hui des 2/3. N'ayant rien prévu pour le règlement d'ordre intérieur, c'est une majorité absolue qui sera prévue. Et alors, petit conseil aussi, c'est l'occasion, lorsqu'on met à jour le règlement d'ordre intérieur, peut-être de définir comment on consulte les documents de la copropriété, comment on va accéder aux appartements en cas d'urgence, comment les syndics vont devoir gérer les sinistres. Il y a souvent beaucoup d'interrogations à ce sujet. La clarification à cet égard dans le règlement d'ordre intérieur pourrait être une meilleure manière de gérer l'immeuble et d'éviter des discussions auprès des syndics. Alors, dernier point que je voulais évoquer avec vous, c'est le fameux contrat de syndic que celui-ci est obligé de faire signer et de faire adopter par la copropriété depuis la loi de 2010. Alors, la loi de 2010 avait prévu évidemment un contrat écrit pour les professionnels et les non-professionnels. Je pense que dans le chef des propriétaires qui veulent gérer leur copropriété, il y en a beaucoup qui n'ont pas à l'esprit qu'il faut, même pour eux, un contrat. En 2010, le contenu du contrat n'était pas défini, même si la loi a ajouté quelques précisions, puisque le règlement de copropriété aujourd'hui, le règlement d'ordre intérieur doit préciser le mode de nomination du syndic, l'étendue de ses pouvoirs, la durée de son mandat et les modalités de renouvellement, les modalités de renom, les obligations consécutives à la fin de son mandat. Depuis 2018, le contrat écrit doit mentionner précisément la rémunération, la liste des prestations sous forfait et la liste des prestations complémentaires. Alors, le législateur ne fait pas la révolution dans les contrats de syndic qui étaient soumis à la signature de l'association. Donc, quand le syndic est engagé, le syndic veillait très souvent à ce que sa rémunération soit définie. Et donc, on avait des éléments dans le contrat. Cependant, lorsqu'on examine ces anciens contrats, on a parfois le sentiment qu'on ne sait pas très bien si les prestations vont relever des prestations sous forfait. Vous savez que le syndic propose pour ses prestations ordinaires la tenue de la comptabilité, l'organisation de l'AG ordinaire, la réunion avec le conseil de copropriété. Il en prévoit 1, 2 ou 3 dans ses prestations dites ordinaires. Mais il y avait toute une série de choses où il y avait une ambiguïté.
Il prévoyait souvent la liste de prestations complémentaires en énumérant toute une série, la communication des infos au notaire en cas de vente, la gestion d'un sinistre, un contentieux. Mais vous voyez dans leur contrat souvent qu'ils définissaient leurs prestations complémentaires en disant que c'était des prestations extraordinaires qui sortaient du cadre habituel, sans les définir. Le législateur ne veut plus de ça parce que très souvent, je vous dis, vous aviez une ambiguïté en disant est-ce que c'est forfait ou est-ce qu'il peut facturer quelque chose de complémentaire avec un risque de litige. Si on a un forfait, je vais vous dire, le forfait va englober tout ce qui n'aura pas été défini comme prestations complémentaires. Donc les prestations ordinaires, c'est effectivement la gestion administrative courante, je vous l'ai dit, les agis statutaires, la comptabilité, les réunions avec le conseil de copropriété, l'entretien courant, etc. Les prestations complémentaires, on voit le contentieux, la gestion des sinistres, la mutation, l'enregistrement à la banque Carrefour, mais à partir, depuis le 1er janvier, en tout cas, quand le contrat est venu à échéance en 2019 et que le contrat est renouvelé, le syndic doit se soumettre aux nouvelles dispositions légales et doit énumérer ses prestations complémentaires. Ce qui n'est pas énuméré dans le contrat, qui ne sera pas précisément indiqué, ne pourra plus être rémunéré et va tomber dans le forfait. Donc le syndic qui vous dira, par exemple, pour les travaux, j'ai passé X heures et je facture à 50 € de l'heure le suivi d'un chantier, s'il ne l'a pas mis comme prestation complémentaire définie à une facturation à 50 € de l'heure, eh bien, il ne peut pas facturer de cette manière-là. Donc, il devra s'en tenir à son forfait, sauf si l'AG décide de l'autoriser à facturer de cette manière. Mais on sait d'expérience que quand les prestations étaient faites et que le syndic vient dire « ben voilà, j'ai fait ça et je voudrais des honoraires complémentaires » alors que la prestation est déjà faite, il a plus de mal à obtenir l'accord des copropriétaires que si, effectivement, il l'a nommément. Les gens, sachant au moment où on fait choix d'un syndic, connaissent toutes les conditions, savent de quelle manière la rémunération va être facturé, et dès lors, il n'y a plus d'ambiguïté. Donc, pour les syndics qui souhaitent adapter leur contrat, il faut vraiment qu'ils soient attentifs à la définition de ces prestations extraordinaires pour éviter d'être en difficulté ou de devoir repasser à l'Assemblée générale et d'avoir des copropriétaires, je dirais, compatissants et acceptant de revoir ce qui n'avait pas été prévu initialement. Voilà, j'ai fait le tour des questions que je voulais voir avec vous. Je vous remercie de votre attention et je reste à votre disposition pour des questions. Petit avis peut-être, vous savez que sur le salon, il y a un stand avec des experts qui sont non nommément définis, qui sont des avocats, mais je suis, moi, pour ma part, sur le stand de l'Ordre du barreau de Bruxelles, où on répond également aux questions des copropriétaires, si vous en avez, ou des syndics, ou de toute personne intéressée par la copropriété. Je vous remercie de votre attention.